comme ça. Donc c'est bête aussi. Je sais pas, j'ai peut-être déjà dit, mais oignon poireau. Donc ça c'est un oignon qui pousse un peu comme un poireau. Bon, ça a plus, les feuillages ont un peu plus la forme d'oignon. Hein, mais bon, ça pousse comme ça. Ça ne donne pas vraiment un gros oignon dans le fond. Et on peut couper alors la verdure pour mettre dans la salade, dans la soupe, etc. Et ça peut rester parfois 2 ans, 3 ans. C'est rare que ça passe au-dessus. On dit que c'est une plante vivace, mais bon, moi je trouve pas trop vivace. Donc il faut quand même chaque année un petit peu ressemer. Ceux de l'année passée, ils montent en graines maintenant. Ouais. Et ils vont se ressemer d'elles-mêmes. Hein. Donc et là, c'est le moment naturel pour une levée. Mais alors tu les auras que fin de l'année. Donc si vous les semez plus tôt, vous pouvez déjà en cueillir aussi en été. Les cornes de serre, éventuellement. Pas les serres, les bois, mais c'est du plantain. Un plantain. Bon, c'est comestible, moi je trouve pas si extra que ça, c'est un petit peu dur aussi. Pourquoi pas? Peut-être que dans des soupes ou des choses comme ça, ça peut marcher. Mais manger cru, je raffole pas. Bon, chacun a ses goûts et ses couleurs. Les laitues à couper, les laitues d'été maintenant, ça va commencer, hein, et d'automne. Hein, donc voilà. Les laitues, il faut toujours semer régulièrement, tous les 2 à 3 semaines, pour avoir une succession de nourriture, hein, de salade. Essayez, si vous êtes fort embêté par les limaces, de plutôt mettre des laitues rouges. Elles sont beaucoup moins attaquées par les limaces. Contiennent d'autres éléments que les vertes. Bon, par exemple, la 4 saisons est peut-être un peu une exception. Elle est tellement tendre que les limaces, ils aiment bien aussi. Mais en général, les laitues rouges sont moins sensibles aux attaques de limaces. Savoir aussi une salade qui se ressème tout seul, quand on la laisse monter en graines, elle se ressème tout seul. Et la plupart du temps, elle résiste aux limaces. Hein. Les limaces n'y touchent pas. Donc voilà. Je sais que les anciens, souvent, ils se mettent toujours directement au jardin parce qu'ils n'avaient pas encore l'idée de tout semer hors sol, etc. Et j'ai l'impression que dans mes souvenirs d'enfance, il y a 2-3 ans, qu'on n'avait pas autant de misère avec les limaces et les laitues. Il y en avait toujours, mais j'ai pas l'impression que ça posait vraiment autant de problèmes que maintenant. C'est peut-être maintenant la façon que nous on utilise à semer hors sol et repiquer qui fait que. C'est peut-être aussi le nombre de prédateurs naturels qui diminue. Aussi, ça joue aussi. Voilà, donc tout ça, donc les grenouilles, les crapauds, les tritons et tout ça, il faut essayer de respecter les hérissons. Hier soir, moi je vais encore toujours une fois au pool avant d'aller dormir, je suis tombé nez à nez avec un gros hérisson comme ça. Ah, je dis, t'es là, toi. Et bon, il est parti à son aise, quoi. Donc tout ça aide. Hein. Bon, il mange de temps en temps aussi un triton. Hein, et s'il a l'occasion de manger une grenouille, il ne va pas se jeter non plus. Hein. Dans la nature, c'est comme ça. Hein. Comme je vois aussi, j'ai beaucoup de tritons dans un étang. Régulièrement, j'en trouve un sur le petit pont ou sur la balustrade qui est séché, ou ça doit être des oiseaux qui les attrapent et qui les mangent pas nécessairement tout de suite, ou pas du tout. Dans la nature, c'est comme ça. Je demande pas mieux, hein, parce que ils mangent tous les œufs de grenouille dès qu'ils sont pondus. Si on ne retire pas le nid chez moi, hein, si on ne retire pas le nid dans la demi-heure, la moitié est déjà mangée. Il y en a 20 qui sont dedans et ils s'affairent à aller à l'intérieur du paquet et tout.
Et j'ai une fois, pour avoir un peu la paix, j'ai fait la pêche à ces bestioles-là, et j'en avais une centaine dans un petit étang qui fait 4 mètres carrés. Donc j'ai été les porter au fond du jardin, et ils vont revenir, hein, mais bon, ils mettront un petit peu de temps. Mais moi j'étais un peu plus tranquille au niveau. Et je suis obligé de les mettre, mes œufs de grenouille, dans des récipients hors de l'étang, ici un peu aussi. Hein. Sinon ils se font manger. Bon. Mais des grenouilles, j'en ai pas mal. Essayez d'avoir des grenouilles rousses, hein. Ça fait beaucoup moins de bruit que les grenouilles vertes, c'est impossible. Quand c'est près de la maison, on dirait parfois des chiens qui aboient. C'est terrible. Mais les rousses, ils croissent aussi un petit peu, mais quand vous êtes à 4 mètres, vous les entendez déjà quasi plus. Donc ça, c'est les grenouilles qui vivent normalement dans les sous-bois. Ici, ce sont des grenouilles rousses qu'on a ici. Donc ils vivent principalement dans les sous-bois et ils sont moins présents dans les temps aussi. Les grenouilles vertes restent beaucoup plus au bord de l'eau. C'est comme ça aussi qu'on voit un peu, c'est surtout au bruit quand c'est épicé. Ils sont un peu différents aussi. Hein. Ils ont une ligne comme ça au-dessus de la tête et au-dessus du cœur. Ils sont un peu différents au niveau de la couleur. Ils ne sont pas nécessairement vert pomme. Hein. Et les grenouilles rousses ne sont pas nécessairement rousses. Elles sont un peu de toutes les couleurs, tachetées souvent. Un peu ocre, avec des taches brunes, etc. Voilà. Bon, je suis loin des semis, là, hein, mais bon, c'est important quand même d'en parler parfois de ces choses-là. La mâche, ça c'est un peu tard, hein. Elle va tout de suite monter en graines. Quoique la mâche montée en graines, en coupant fin dans la salade, elle est tout à fait comestible et elle a un bon goût. Mais bon, c'est moins appétissant, surtout quand on mange avec les yeux. Les navets aussi, on va commencer. Moutarde d'épinard. Donc c'est pas un épinard, c'est pas une moutarde, c'est un peu une combinaison des deux. Et ce sont souvent des plantes aussi qu'on va utiliser en crudité, mélangées dans les salades. Il y en a des rouges, il y en a des violets foncés, il y en a des vertes, il y en a des forts en goût, des moins forts en goût. Ça, dans le catalogue, c'est un petit peu expliqué. Donc ça, c'est possible. Ça pousse relativement vite. Quand on laisse monter en graines, ça repousse tout seul aussi. Il faut seulement au printemps ou au moment que ça lève qu'on reconnaît, qu'on voit ce que c'est qui pousse tout d'un coup. Donc pour ça, c'est fort important que le jardinier ait cultivé sa patience avant de cultiver son jardin. Donc ça, c'est important. Donc avoir un peu de patience et voir l'évolution. Les panais, le persil. Le persil aime bien aussi la chaleur pour lever. Hein. Moi je mets d'habitude 2 fois par an. Je sème au printemps et je sème en été. Donc en août, septembre, une deuxième fois. Comme ça, l'année est couverte pour avoir du persil tous les jours. Les poirées, les pourpiers, les roquettes, oui, mais les roquettes aussi, c'est tous les 15 jours parce que ça monte assez vite. Donc mettez ça aussi un peu ombragé plutôt qu'en plein soleil. La rhubarbe, on peut semer aussi éventuellement. Alors, ça c'est un petit résumé qui est long quand même, de ce qu'on pourrait éventuellement semer. Maintenant un petit peu plus en profondeur. Donc le chou, j'avais préparé toute une rubrique de ça. Je vais laisser la place à Michel. Bah, tu peux en parler parce que je parlais des courges aussi. Donc, ouais. Moi, j'ai un peu expliqué ma technique de semi-chou. Et pour les variétés, ouais, ça tu peux peut-être en parler. Ouais. Donc, pour avoir des choux pommés, c'est quand même assez urgent. Donc, il est plus que temps. Ou il faut attendre le mois de septembre, comme je disais, pour en avoir au printemps. Si vous en semez maintenant, essayez de trouver des variétés hâtives, donc qui vont vite, qui n'ont pas besoin de autant de mois, et ils seront quand même un peu plus petits. Un chou a besoin
de beaucoup de nourriture, même un peu azotée, contrairement à beaucoup d'autres plantes, hein, un peu azotée. Donc du compost éventuellement aussi, du fumier décomposé, etc. Donc a besoin de beaucoup de nourriture et a besoin de pousser plusieurs mois, pas mal de mois, pour faire une grosse tête. Il y a donc ça c'est tout ce qui est pommé. Il y a aussi les choux de Bruxelles, c'est aussi assez urgent. Et là surtout ne pas mettre d'engrais azotés. Donc c'est le contraire des choux pommés. Sinon toutes les choumettes elles vont s'ouvrir. Donc tu n'auras pas des boules. Hein, ils vont s'ouvrir. Donc tout ça j'ai déjà dit pour semer en septembre. Les brocolis à grosse tête aussi, jusque plus ou moins au 15 juin. On peut même en plusieurs fois, hein, pour ne pas toutes les avoir en même temps. C'est ça souvent, quand on achète maintenant en jardinerie ces plants, on est obligé d'acheter par 6, par 10, par 12. Et alors vous les avez tous en même temps. Donc où il faut avoir un voisin ou quelqu'un de la famille qui prend la moitié et partager, et acheter 2 fois ou 3 fois pour savoir étaler un petit peu la récolte. Et quand on sème soi-même, on sait programmer ça. Hein. Donc on sème un petit peu tôt, un petit peu 15 jours, 3 semaines après, et on en garde 2 ou 3. Hein, donc on met 5-10 graines et on garde les 2-3 plus belles et on les repique. Chacun le fait. Hein, si vous avez maintenant 12 enfants, avec 2 choux, tu n'auras peut-être pas assez. Ouais, bon, chacun voit un petit peu son utilité aussi. Hein, et parfois ça rate aussi, hein, parce que la météo, parce qu'ils sont attaqués par les chenilles, etc. Donc une fois de temps en temps replanter un petit peu, c'est pas plus mal. Les choux brocolis d'hiver, donc ce qu'on appelle souvent les Walkeren ou les Angers plutôt, c'est le numéro 48 000, 48 010 pour les Angers. Maintenant, avant, il y a 10 ans, on disait c'est entre le 15 mai et le 15 juin qu'on sème. Et on aura de très beaux choux-fleurs au printemps. Le dernier temps, on constate que ça ne marche plus aussi bien qu'avant à cause que la météo a changé. Donc souvent, ils donnent déjà un petit chou avant l'hiver. Donc c'est pas perdu, on a quand même un petit chou-fleur qui est délicieux en crudité, qui peut être cuit. Mais en crudité, c'est l'idéal. Ça se croque, c'est délicieux. Le feuillage peut très bien servir dans des potées, peut très bien servir dans des soupes, etc. Parce qu'il est très tendre. Donc, les animaux adorent aussi le feuillage. Hein. Donc, il ne faut pas vous en faire. Bon, bien sûr, les chenilles et tout ça aussi. Hein. Ça, il faut mettre un voile. Hein. Un voile ou un filet. Un voile anti-insecte, moi je trouve que c'est encore le mieux de tout. C'est assez costaud, c'est en genre de nylon, donc ça peut durer, quand on fait attention, peut-être 10 ans, peut-être plus avec le même, si on commence à tirer dessus, etc. Donc, mettez quelque chose au-dessus pour les protéger contre la ponte des papillons, de nuit ou de jour, hein, parce qu'il y a la péride, le fameux papillon blanc. Il y a aussi des papillons de nuit, hein, qui viennent pondre dessus. Et il faut faire ça hermétiquement. Hein, parce que s'il y a un trou, et vous allez constater, si vous avez fait une espèce de tunnel avec le voile, et quand les papillons blancs, eux, ils vont certainement à l'odeur, quand ils descendent, hein, ils vont faire tout le long, ils vont regarder en bas, ils vont regarder au-dessus, et s'il y a un trou, ben, ils vont rentrer. Et une fois qu'ils sont dedans, ils ne trouvent plus la sortie, donc ils sont obligés de pondre sur chaque chou. Hein, donc, voilà. Donc maintenant, moi je dis, est-ce que le 15 mai ou 15 juin, c'est peut-être un peu trop tôt, avec la météo qu'on a. Ce qui se passe, c'est que avant, au 1er novembre, souvent il commençait à faire franchement froid, et il y avait des gelées de nuit.
Donc la croissance du chou s'arrêtait. Et au printemps, et ça va très vite alors tout d'un coup, donc ça végète, et tout d'un coup ça repousse et alors la fleur elle se forme et on obtient le gros chou-fleur. Maintenant, comme les foie-durs viennent souvent au mois de février, hein, c'est peut-être ça l'ennui qu'on a, donc il faudrait que quelques personnes essayent peut-être une fois d'en semer au mois d'août, au mois de septembre même, et voir ce que ça donne. Il y a, je vais prendre une petite goutte. Donc ça c'est quelque chose à tester. Avant c'était une certitude, maintenant plus. L'inconvénient aussi de cette culture-là, quand il gèle vraiment très fort, à plus que -6, le chou risque de geler. Donc moi je le mets déjà d'office sous tunnel avec un voile anti-insectes, pas un voile d'hivernage nécessairement. Et quand il fait vraiment, qu'il prévoit vraiment, je me jette encore autre chose au-dessus. C'est souvent que 2 nuits ou 3 nuits, mais tu as tout perdu. Toujours bien lesté, que ça ne s'envole pas, etc. Ici, tantôt, je ne sais plus qui m'a déjà dit qu'il avait mis, c'est Rita, non, un tunnel au-dessus, oui. Et que ce matin, avec le vent, il était parti. Donc, toujours essayer quand même de faire tenir ça correctement. Alors, les choux en général aiment bien être piqués, mais Michel a peut-être une autre façon de faire, je ne sais pas, à racines nues, surtout les Walkeren et les Angers, et il y en a d'autres, hein. Il y en a un violet aussi. Je ne sais pas si on l'a maintenant en semence pour l'instant. Voilà. Et s'il est encore disponible, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très contents de cela aussi. Donc, à racine nue, une paire de foies, ça va fortifier le chou. Mais je dirais pas nécessairement en pot. Le repiquer à un endroit réduit dans son jardin, un petit endroit, et le repiquer même à la limite déterrer et le mettre au même endroit jusqu'à ce qu'on a la place. Et souvent on met ça alors après les pommes de terre. Là déjà le sol est assez riche aussi, ben, les pommes de terre ont déjà puisé, mais si on a mis aussi encore du compost et tout ça entre les rangs de pommes de terre, ben, la terre est quand même encore relativement riche. Voilà, à ce moment-là, on les mettra au moins à 50 cm les uns des autres. On peut essayer en serre froide, mais souvent le résultat, c'est qu'on a énormément de feuilles, ça devient énorme. Ça peut devenir la taille de la table ici, pour un pied. Donc ça prend beaucoup de place. Si c'est pour manger la verdure, pourquoi pas? Parce que l'hiver, parfois les serres, en partie, ils devraient être remplis, mais en partie, ils ne sont pas trop remplis. Donc c'est une occupation du sol. Et en même temps, une nourriture pour faire de la soupe, pour mettre dans des ratas, etc. Je dis c'est une très bonne verdure, mais l'inconvénient, c'est qu'il ne forme souvent pas sa pompe. Sa fleur. Quoi. Et si on le laisse en serre, mais bon, il prend énormément de place, il pourrait donner sa fleur l'année d'après. Ça arrive lorsqu'on le sème trop tard aussi. Hein. Oui. Ouais. Le Walkeren, Ben, chou-fleur. Mais moi je dirais, essayez une fois maintenant avec la météo qu'on a pour voir ce que ça donne. Peut-être aussi que ça va donner ça. Et au moins, et je crois que c'est comme tu disais, le coup de froid qu'on avait habituellement, ça fait beaucoup. Et ça, on a comme plus vraiment. Quoi. Moi, je croyais que c'était plus la vraie variété, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Parce que c'est quelque chose qui est moins connu, qui est peut-être moins acheté, qui est peut-être moins rentable à refaire les graines. Hein. Mais je crois que c'est la météo, c'est pas la variété qui n'est plus la même, je pense. Il faut savoir aussi que beaucoup de graines qu'on achète, et que nous aussi parfois qu'on achète, hein, viennent de Chine, hein, sont plus cultivées par ici, hein, parce que c'est pas rentable.
Et ce qui est en bio, c'est souvent produit par ici, mais en petite quantité, ce qui explique aussi le coût plus élevé. Et ce sont que des petits paysans, des petits semenciers qui font ça. Parce que pour les gros, eux, ils doivent avoir des kilos, des centaines de kilos. Et ça doit tourner, ça doit partir. Donc voilà. Parfois l'explication pourquoi certaines choses disparaissent et qu'on ne trouve plus les graines. Donc au moins 50 cm, une couverture du sol, aussi bien pour le froid, pour la nourriture du sol et automatiquement de la plante. Voilà, donc on a quelque chose de très bon à manger au mois de mars-avril en principe. Ça met à peu près 10 mois de culture quand même, donc ça occupe quand même le terrain. Les pigeons sont friands aussi pendant l'hiver, donc votre filet anti-insecte, c'est pas un insecte le pigeon, mais il fait encore plus de dégâts, mais il va aussi être empêché d'aller manger les feuilles. Parce que surtout les ramiers, c'est pas des granivores, ils vont manger du grain aussi, mais c'est surtout des herbivores. Donc ils mangent beaucoup de l'herbe, de plantes, et ils adorent les choux, et surtout ceux-là qui sont tendres et qui ont bon goût. Ils sont comme nous, ils préfèrent ce qui est bon. Alors voilà, ça j'ai dit. Les choux et les chicorées, ils aiment bien aussi les chicorées. Ouais. Et les prunes, les cerisiers, les feuilles de cerisier, les abricots, les fraises. Quand ils sont taillés comme ça, ils mangent tout. Les feuilles, les abricots, les cerises. Donc, moi, j'ai déjà mis, parce qu'ils étaient déjà commencés, mais il y a déjà plus qu'un mois, au-dessus de mes cerisiers, un voile anti-insecte. Donc les pigeons ne viennent plus, parce que sinon, j'ai pas une cerise. C'est les pigeons qui sont dans la pelouse, incroyable. Aussi. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'ils vont manger là? De l'herbe, des plantes qui lèvent. La mousse, les choux. La mousse? Ignace, il fait quelle taille ton cerisier? Parce qu'il faut un filet, il faut mettre une nacelle pour tendre le filet. Non, il fait à peu près entre 3 et 4 mètres de haut. Mais il faut acheter un cerisier qui a été greffé sur un porte-greffe nénifiant. Ça, il faut aller chez un spécialiste. Parce que dans le commerce, la plupart du temps, dans les jardineries, il n'y a aucune indication. Donc, et avec mon filet anti-insectes, qui a des mailles très fines, de 1 ou 2 mm, la nouvelle pousse ne traverse pas. Avant, on mettait des filets avec des mailles un peu plus importantes pour les merles, mais là, les branches, ils passent en travers, et après, on ne sait plus tirer le filet. On abîme tout. Tandis qu'avec ces filets anti-insectes, je mets ça dès que la floraison est bien entamée et dès que je vois que les pigeons commencent à s'attaquer. Mais je laisse ouvert en dessous. Donc je le laisse comme ça un ballon, j'attache quand même avec des cordes, mais je laisse ouvert pour que les abeilles puissent rentrer dedans, pour féconder les cerises. Les pigeons ne vont pas passer par dessus. Et après, les pigeons, ça va. J'en ai jamais vu dedans. Une fois, un. Et qui a eu du mal à s'en sortir parce qu'il ne réfléchissait pas et il ne voyait pas que c'était par en dessous qu'il devait partir. Donc il essayait de monter. Et il abîmait aussi à ce moment-là. Mais après, quand les fleurs sont finies, et avant que ça commence à mûrir, je ferme le bas aussi. Donc j'essaye de tirer alors mon filet, que ça se referme sous la couronne de mon petit arbre. Et où j'attache un autre filet supplémentaire pour que par après, ce n'est pas le merle qui vient tout manger. Bon, ils ont encore beaucoup à manger chez moi, parce que faut aussi qu'ils ont à manger, mais il faut que nous aussi, on a quand même quelque chose. Maintenant, j'ai fait une espèce de volière pour que les oiseaux n'y rentrent pas. J'ai mis des cerisiers là-dedans pour ne pas devoir, mais j'ai les deux encore, pour ne pas devoir chaque année m'occuper de ça. Bon, là, il y a des branches qui passent en travers. Ceux qui passent en travers, ça c'est pour les oiseaux. Mais au moins, j'en ai
simplement.